Non. Avant que des terreaux n'attaquent d'abord une localité là. Ce sont pas des... C'est vrai, ce qu'on envoie à l'abattoir, c'est du n'importe quoi. Ce sont des gens, des drogués, des délinquants, c'est vrai. Mais ceux qui les envoient là, ils étudient d'abord le terrain avant de les envoyer. Pourquoi souvent ils viennent surprendre nos soldats? Pourquoi souvent ils viennent et ils arrivent souvent peut-être à tenir tête pendant quelques minutes? C'est parce que tout simplement, avant de venir, leurs bourreaux se renseignent, ils prennent des décisions, ils prennent des dispositifs pour objectif de venir s'aimer le chaos. Qui les renseigne, qui les donne les informations sur nos soldats? C'est ça aussi, souvent il faut se poser les questions. Les armes qu'ils utilisent, qui les donne? Qui les finance? Lorsqu'ils font face à nos soldats et que nos soldats les poursuivent, où est-ce qu'ils partent? Lorsqu'ils viennent, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent et ils sont en train de replier pour fuir. Où est-ce qu'ils partent? Leur destination, c'est où? Souvent, ce sont des questions qu'on devrait se poser. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans l'AUS, moi, souvent, j'entends des gens qui disent que non. Pourquoi l'AUS ne se concentre pas dans la lutte? Parce qu'il y a des Burkinabés et des Maliens et des Nigériens même qui se posent ces questions-là. Pourquoi on ne se concentre pas dans la lutte? Pourquoi ne pas payer des armes de dernière génération, équiper toutes les régions, donner des armes, et puis on va les combattre une bonne fois pour toutes? Ça, c'est quand c'est un ennemi qui est assis. Ça, c'est quand c'est un ennemi qui est assis, un ennemi connu, un ennemi dévoilé. C'est lui on combat comme ça. Si un pays attaque un autre pays, là-bas, c'est facile. Vous savez que non, ce pays-là et nous sommes en guerre. Quand on se lève, voici notre destination. Voici ce qu'on doit occuper. Voici ce qu'on doit s'aimer comme chaos. Ça, c'est trop facile. Mais vous avez en face de vous des individus qui sont capables de venir vous attaquer la nuit. Et les mêmes personnes vont aller déposer leur matériel, ça veut dire leurs armes, leurs motos à quelque part. Ils vont aller cacher ça à quelque part. Et puis revenir vous aider encore à enterrer vos morts. Et d'autres même vont pleurer avec vous pour dire que oh, le monde est méchant. Comment venir attaquer un village? Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui sont venues vous attaquer. Parce que tout simplement, l'ennemi n'est pas connu. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. L'ennemi n'est pas connu. Ce n'est pas un ennemi qui a un coin, une localité où on peut dire voici leur coin, voici leur bastion, voici leur territoire. Ils sont en train de nous attaquer, répliquons. Ce ne sont pas ces gens d'ennemis-là. Ce sont des ennemis, vous ne savez pas où ils sont. C'est lorsqu'ils viennent vers vous que vous vous rendez compte, sauf si vous les voyez en première position. Vous voyez que non, il y a un mouvement de groupe de personnes qui sont en train de venir, ils sont armés. C'est là que vous vous mettez dans votre tête que non, ce sont des terreaux qui arrivent. Sinon là, tu croises un individu, il n'est pas armé. Mais qu'est-ce qui te prouve, qu'est-ce qui te fait croire que c'est un terreau? Rien. Tu ne peux pas te lever comme ça, toute personne que tu croises, tu l'élimines. Tu vas faire la force à la population. Tu vas tuer des innocents pour rien. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Vous savez, ce que beaucoup de personnes même n'ont même pas compris, même dans cette guerre, c'est quoi? C'est une suite de la colonisation. Vous savez, quand on lit les accords coloniaux, là, tout ça fait partie. Ils ont préparé tout ça là pendant plus de 50 ans en arrière. Ils savaient que ça allait venir. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre qu'un pays qui se dit indépendant, les Européens te disent, faut pas t'armer, ne paye pas des armes, ne recrute pas beaucoup de soldats, ne recrute pas beaucoup de fonctionnaires. Si quelqu'un veut t'attaquer, nous, on va venir t'aider, de vous à moi. Vous allez remarquer que la majeure partie des pays africains, c'est comme ça. Ils ont préparé le terrain parce qu'ils savent qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir nous attaquer si ce n'est pas eux encore. Donc, vaut mieux nous priver même de la sécurité déjà. Un pays comme le Burkina Faso, quand on prend les militaires, les parents militaires, tous ceux-là qui sont, si on les réunit et tous, ce n'est pas ceux qui valent les 500 000 hommes.
les soldats burkinabés, c'est pas sûr que l'armée burkinabé aujourd'hui dans son effectif vaut les 500 000 hommes. Pour sécuriser un territoire de 274 000 km². Ça même c'est le Burkina Faso d'abord que je parle. Parce que les gens ont cette facilité souvent de dire pourquoi ne pas construire un mur et puis encercler notre pays? Pourquoi ne pas mettre grillage? Mais ça ne sert à rien si vous n'allez pas pouvoir jeter un coup d'œil. Ce n'est pas construire un mur qui cause problème. Ça va coûter des milliards et des milliards, ça c'est vrai. Mais c'est comme si vous jetez votre argent dans le truc au fait. Parce que vous allez construire, ils vont venir gâter, rentrer. Prenons même l'Europe. Vous savez combien de milliards les Européens ont mis pour souvent dans certains pays européens là pour encadrer, pour encercler, pour faire de telle sorte que non, on met des grillages pour que les gens ne rentrent pas. Mais malgré ça, là, nos frères là, quand ils passent par la nage là, ce sont les grillages, ils passent pour rentrer, non? Ce sont des grillages. C'est pour vous dire que on met des grillages lorsque on veut arrêter peut-être des petits malfrats. Souvent même, ce ne sont même pas des malfrats. Pour stopper peut-être des migrants, des gens qui veulent rentrer sur votre territoire pour travailler, des gens qui n'ont pas de papier. C'est ça, on peut mettre papier. Sinon, un ennemi qui est armé, bon, tu mets fer, tu mets grillage, tu construis un mur, tu entoures ton pays. Pourtant, tu n'as pas l'effectif pour sécuriser le long de ta frontière. Vous pensez que si on décide de construire un mur pour encercler le Burkina Faso seulement, vous pensez qu'on a des hommes, on a l'effectif pour sécuriser ce mur-là, pour monter la garde, pour que les gens ne viennent pas et nous surprendre? On ne pourra pas. On n'a pas cet effectif-là. Il n'y a pas. En Afrique, ici, il n'y a pas un pays qui a effectif, capable de surveiller son territoire. Il n'y a pas. Même en Europe, ça n'existe pas. L'Amérique a fait... les Américains, là, ils ont mis des grillages, des quoi, non. Mais il y a des pays voisins qui rentrent en Amérique illégalement. La Russie, que nous tous on connaît comme une grande puissance. Il n'y a pas eu attentat la dernière fois en plein capitale Moscou. Les États-Unis, il y a eu combien de fois attaques terror là-bas, même si on sait que souvent c'est planifié par eux. C'est une manière pour vous dire que lorsque la guerre n'est pas conventionnelle, lorsque tu ne connais pas ton ennemi, mettre grillage, tout en sachant que tu n'es pas capable de sécuriser ton territoire, tu n'as pas cette qualité-là d'homme, tu n'as pas ce nombre de militaires possible, probable pour vraiment sécuriser ton territoire, ça ne sert à rien. Les gens vont parler, les gens vont dire non, pourquoi ne pas sécuriser? Ça même d'abord c'est le Burkina Faso. Prenons le Mali, qui fait 1 million et quelques kilomètres carrés. Vous pensez que on est capable de sécuriser le Mali? Ce n'est pas possible. Parce que le blanc nous a eu. Il nous a préparé depuis longtemps. Il nous a poussé à ne pas recruter dans l'armée. Il nous a poussé à ne pas se préparer dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Déjà, regardez aujourd'hui, si l'AUS décide de recruter un effectif, un nombre important de ses ressortissants pour sécuriser son territoire, vous avez beaucoup de dépenses. Non seulement, vous ne fabriquez pas des armes, vous allez recruter déjà la population. Ça, c'est de 1. Vous allez les former. Les gens pensent que formation, là, ce n'est pas cadeau. Ils sont nourris là-bas. Ils sont traités. Les tenues, tout ça là. Vous allez les former. Vous allez les entraîner. L'entraînement aussi coûte cher. Il y a des balles que vous achetez, tout ça là, pour faire l'entraînement. Et au finish là, quand ils vont commencer à travailler, vous serez obligé de les payer un salaire. Parce que recruter un soldat, le former et ne pas être capacité de le payer à la fin du mois, c'est former un autre terroriste. Je ne sais pas si vous comprenez. Recruter un soldat, le former et après la formation, ne pas être capable de le payer, c'est former un autre terroriste. Donc, aujourd'hui, ce que l'AUS est en train de faire, l'AUS est en train de recruter au fur et à mesure, en fonction de ses butins, de son argent, de ce qu'il fait rentrer dans son pays, de sa capacité à gérer. Prenons l'exemple de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Quand son excellence le capitaine Ibrahim Traoré est venu nouvellement, la première des choses qu'il a voulu faire, c'est quoi? C'est recruter pour renforcer l'armée. Il était obligé de passer par les VDP. Vous pensez que son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, il était fier de recruter ses propres frères volontariat et puis les payer peut-être un salaire de 40 000? Non. C'est quelqu'un qui voulait recruter des militaires.
Mais il a vu, je viens d'arriver. Je ne sais même pas l'économie, ça se passe comment. Voici les problèmes qui sont posés. Bon, je veux recruter des jeunes. Je n'ai pas les moyens pour les payer en tant que fonctionnaire. Qu'est-ce que je dois faire? Ce que je vais faire, je vais miser sur le volontariat. Là, quand quelqu'un vient volontairement, tu lui dis, ah, sincèrement dit, on n'a pas un salaire pour toi en tant que ça. Mais nous voulons des jeunes volontaires qui sont prêts à défendre leur pays. Pour le moment, nous, on ne peut pas vous dire qu'on vous paye un salaire, mais on vous donne ça. Ça, c'est argent de savon. Les premiers VDP, avant même IBM, déjà prenaient combien? Il y a des VDP qui ont pris 20 000 francs au Burkina Faso ici comme salaire. 20 000 francs. Après ça, quand son exemple du capitaine Ibrahim Traoré a commencé, il a commencé par le SMIC. Un peu. Puisqu'il a recruté, son premier recrutement des VDP, c'est combien? 100 000 VDP. 100 000 hommes qu'il a recruté, son premier recrutement quand il a pris fonction. Pour compenser en réalité le manque dans l'armée. Parce qu'il est venu trouver une armée déstructurée, où beaucoup de personnes même démissionnaient au sein de l'armée pour fuir. On ne peut pas compter le nombre de trucs et de soldats qui ont fui pour aller en Amérique, pour aller en Europe, tout. Parce que tout simplement, ils en avaient marre de se sacrifier cadeau. Parce que c'est comme si tu étais allé à l'abattoir. Beaucoup de personnes avaient démissionné au sein de l'armée. L'armée était vide. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont démissionné. Les jeunes même là, c'était devenu du n'importe quoi. Ceux-là vraiment qui souffraient, qui n'avaient pas d'emploi, qui forçaient toujours pour devenir des hommes de tenue. Ceux qui vivaient dedans, ils savaient le calvaire qu'ils vivaient. Quand il est venu trouver une armée déstructurée. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de matériel militaire. Il n'y a pas de système. Il n'y a rien. Tout est vide. Il a recruté 100 000 hommes. Et son recrutement, il a dit clairement, nous voulons des volontaires, des jeunes qui sont prêts à défendre leur pays. Et au début, là, les gars prenaient 40 000 francs comme salaire. Ça, on ne peut même pas dire salaire. On t'a donné 40 000 francs pour que toi aussi tu payes savon pour te doucher. C'est argent de savon pour un mois. Mais les jeunes burkinabés se sont enrôlés. Ils ont demandé 100 000. Mais ceux qui sont allés pour s'enrôler, ils dépassaient les 100 000 soldats. Et les Européens ont commencé à critiquer en disant que non, que recruter des jeunes pour défendre un pays, c'est former encore ce qu'on appelle une crise, une rébellion. Oui, ça c'est vrai. Lorsqu'on contrôle des jeunes au hasard pour former, pour défendre un pays, et on n'arrive pas à les maîtriser, c'est former d'autres délinquants. Mais ce qu'eux, ils n'ont pas compris, c'est que son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, était déjà en avance sur eux. Puisque lorsqu'il les a recrutés, parmi les VDP, souvent... Je vais rectifier cette partie. Vous savez, il y a des gens, quand ils entendent que les VDP, là, ils pensent que ce sont des gens sans formation de base. C'est-à-dire, ils ne sont pas là à l'école, et on a ramassé des gens dans la rue seulement. Moi, je connais des gens qui sont beaucoup de personnes qui avaient la licence, des gens qui avaient le master, des gens qui avaient le BPC, le bac, qui étaient devenus des VDP. Au sein même des VDP, il y a des gens qui étaient plus diplômés que beaucoup de personnes qui sont sur les plateaux qui crient au matin, midi, soir. Alors, son exemple du capitaine Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a recruté les VDP? Pour éviter de recruter des VDP qui vont défendre le pays. Et après la guerre, qu'est-ce que ces derniers deviennent? Parce qu'il ne peut pas rester VDP pour toujours. Qu'est-ce que ces derniers vont devenir? C'est là que son exemple du capitaine Ibrahim Traoré a dit que non, il faut reconvertir certains. Vu que parmi eux, il y a des diplômés. Vu que parmi eux, il y a des jeunes, surtout les jeunes. Là même, il n'a même pas parlé de diplômés, il a parlé d'abord des jeunes. Vu qu'il y a des jeunes là-bas qui sont déterminés et qui se sont sacrifiés, premièrement, ce qu'on va faire, chaque année quand on va vouloir recruter dans la fonction publique, dans l'armée, on va insérer un quota pour les VDP. Afin qu'on puisse, au fur et à mesure, faire intégrer ceux-là qu'on a recrutés dans la fonction publique et ils seront reconnus comme fonctionnaires. Ils vont avoir un bon salaire, un bon train de vie. Et c'est de là que non, chaque année, demandez au Burkinabé, chaque année quand on lance un concours là, il y a un quota pour les VDP dans tous les secteurs. Il y a des VDP qui sont devenus après des enseignants, il y a des VDP qui sont devenus après des gendarmes, il y a des VDP qui sont devenus des militaires, des douaniers, dans tous les domaines. On met un quota pour les VDP. Si tu as le bac,
on lance un concours niveau bac, on met un quota pour les VDP. Un VDP qui a le bac, il vient déposer. S'il gagne, il part. C'est fini. Et c'est là qu'il a réussi à transformer les 100 000 VDP que les gens pensaient que c'était des gens qu'on allait former et laisser comme ça. Il a transformé beaucoup en fonctionnaires. Et beaucoup aujourd'hui, là, ne sont plus des VDP. Beaucoup aujourd'hui sont devenus des fonctionnaires, beaucoup sont dans l'armée et beaucoup sont un peu trucs. Ceux-là qui sont toujours des VDP, depuis la première vague, ce sont les personnes âgées, les vieux. Eux, il y a beaucoup. Puis quand au sein des VDP, il y avait des commerçants, il y a des gens qui avaient des magasins, des grands commerçants, des gens qui étaient posés financièrement, mais qui ont décidé de prendre des armes pour défendre leur village. Donc ce sont ces personnes-là en réalité qui sont restés dans le VDP là. Sinon, la majeure partie des jeunes qui sont diplômés, et même ceux qui ne sont pas diplômés, puisqu'il y a des militaires de rang, il y a des militaires de tout, il y a tout, il y a tous les niveaux, CP jusqu'à la licence, master et tout. Donc, tous les niveaux de concours, on a tout ramassé. Et ceux qui sont restés sans concours aujourd'hui, sont les VDP un peu âgés. Nos parents, ceux qui ont plus de 40 ans, ceux qui ont dépassé l'âge des concours et tout, parce qu'il y a beaucoup, ils ne sont pas rentrés dans les VDP pour chercher l'argent ou bien un truc comme ça. Ils sont rentrés parce qu'ils veulent défendre leur pays. Et malgré ça, aujourd'hui, on sent toujours le vide. Parce que quand je dis on sent toujours le vide, c'est à quel niveau? Le territoire est large. Et l'ennemi, ce n'est pas un ennemi qui est connu. C'est un ennemi qui se cache, qui est avec nous. Même parmi nous qui sommes sur ce panel-là, il y a des terreaux parmi nous. C'est une réalité. Donc, il va falloir que les gens comprennent. La guerre que les gens sont en train de mener aujourd'hui, ce n'est pas une guerre conventionnelle où on peut dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça et puis la guerre est finie. Non. Tant que l'ennemi, tant que nos pays voisins vont toujours collaborer avec les Européens pour vouloir déstabiliser la US, ça ne peut pas finir. Tout ce qu'on peut demander à nos dirigeants, c'est de multiplier le renseignement, recevoir beaucoup de drones pour pouvoir surveiller le territoire. Sinon, je ne vais pas vous mentir, avec le nombre que nous avons là, on est loin d'avoir vraiment une armée qui puisse, ça veut dire, contourner tout le territoire afin que même une mouche ne puisse pénétrer. Ce n'est pas possible. Même dans les grandes puissances comme la Russie, la France, les quoi là, les gens rentrent. Malgré qu'il y a des barbelés, il y a tout là. Il y a des gens qui traversent. Donc souvent quand les gens se lèvent, ils se disent que non, pourquoi? Que vous avez dit que... Oui, on ne peut pas dire à un terreau de ne pas attaquer la US. C'est pas possible. Non, on ne peut pas interdire quelqu'un de rentrer sur le territoire de la US et puis nous attaquer. On ne peut pas. Mais si vous venez, vous allez croiser des hommes. C'est ça le problème au fait aujourd'hui. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Selon eux, quand on parle de guerre, de terreau, c'est comme si c'est 500 terreaux. Les gens pensent que c'est 500 terreaux comme ça. Et puis les 500 terreaux, si vous arrivez à éliminer 100 aujourd'hui, il reste 400. Si vous arrivez à éliminer 150 demain, il reste combien? Il reste 250. Si vous arrivez à éliminer 200, il reste 50. Le jour où vous arrivez à éliminer les 50 qui restent, c'est fini. Le terrorisme est fini. C'est pas comme ça. S'ils viennent 1000 aujourd'hui et puis vous éliminez 1000, ils viennent aujourd'hui à 1000 et puis vous éliminez les 1000, ça c'est qu'ils vont recruter encore 1000 demain pour venir encore. Ça c'est ça. Si vous recrutez 1000 aujourd'hui, si eux ils recrutent 1000 aujourd'hui, ils viennent et puis vous éliminez tous les 1000. Demain encore, ils vont recruter 1000 encore pour venir. Parce qu'ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils ont le renseignement, ils ont tout. Mais ils recrutent où? Ce sont les questions qu'on devrait se poser. Mais la majeure partie là, vous avez tous vu ici, ils recrutent un peu partout en Afrique, hein, un peu partout. Mais vous vous êtes déjà demandé pourquoi au début, ils avaient commencé cette histoire de non, ce sont les peuples qui sont marginalisés au Burkina Faso. Pourquoi ils avaient dit ça? Parce que ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est quoi? Ils ont recruté des gens sous l'effet de la colère. Il y a beaucoup de terreaux aujourd'hui là. Si ils vous disent, puisque au début là, quand on arrêtait les terreaux et puis on ne les éliminait pas là, quand on les pose des questions, ils disent quoi? Il y a beaucoup qui disent que non, qu'on les a dit qu'au Burkina Faso, on extermine les peuples. Donc, eux, ils sont venus pour aider les peuples à se battre. C'est comme ça devenait comme un truc. C'est comme si c'était un truc ethnique.
Loin de là dire que non, les terroristes sont des pelos ou un truc comme ça. Mais il y a tous les ethnies là-bas. Mais en réalité, c'est derrière un idéal. Celui-là même qui vient attaquer là, lui-même, il ne sait pas pourquoi il est venu attaquer. On lui dit que tu dois aller attaquer parce que ceux-là, ils sont en train d'éliminer tes frères. C'est comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où Alassane avait dit que non, on ne veut pas que lui soit un candidat à la présidence parce que tout simplement, il est musulman. Donc aujourd'hui, en même temps, tous les musulmans se sont sentis offusqués. Et ils ont dit, si on refuse que tu sois président et candidat parce que tu es musulman, tous les musulmans te soutiennent. Voilà pourquoi la majeure partie des gens l'ont soutenu aveuglement et aujourd'hui, beaucoup de personnes regrettent. Souvent là, c'est la cause pour laquelle on te dit, c'est comme nous les Africains qui sommes là. Imaginons qu'on est là calé comme ça et puis un matin on entend que non. En France, on marginalise les Africains. On garde les Africains. On arrête les Africains illégalement. On les garde. On les fait tant. Et par magie, une organisation vient s'installer en Afrique et puis ils disent, eux veulent recruter des jeunes Africains pour aller faire la justice en France. Parce qu'on garde des Noirs en France. Vous allez voir qu'il y a des jeunes Africains, malheureusement, qui vont tomber dans le piège. Ils vont se faire enrôler. On va les apprendre à utiliser l'arme pour les envoyer en France pour combattre les Français. Mais toi qui pars en France là, toi dans ta tête tu pars pour te venger de tes frères parce qu'on t'a dit que non, on maltraite tes frères en France ou bien on maltraite tes frères dans telle localité. C'est ça le véritable problème. Quand vous prenez les terroristes qu'on ramasse, que souvent l'armée, quand on les neutralise là, quand vous-même vous regardez ceux-là, qu'on soit honnête, qu'est-ce qui peut motiver ces personnes-là à rentrer dans le terrorisme? Bien vrai qu'on dit l'argent, mais eux là même là, quand vous-même vous les regardez même là, eux là même là, quand vous les regardez, lui là même on lui donne l'argent, il ne connaît même pas un bon coin où il peut aller rentrer, s'asseoir et puis manger, bouffer son argent. Quand vous-même vous regardez les terroristes qui passent à l'action là, on les donne, même si on lui donne même 50 millions, on lui dit rentre au Burkina ou rentre en Côte d'Ivoire, tu fais ta belle vie. Lui là même il connaît même pas belle vie. Il connaît même pas ce qu'on appelle belle vie. Il est venu parce qu'il pense que c'est un idéal, il est venu défendre. Donc aujourd'hui, le véritable problème de l'insécurité, c'est quoi? C'est la base. Pourquoi vouloir éliminer un arbre? Toi, tu veux éliminer un arbre et c'est les feuilles tu pars enlever. C'est la racine. Aujourd'hui, le véritable problème du terrorisme, c'est quoi? Tant qu'on ne coupe pas la racine, si c'est les feuilles, c'est comme si on n'a rien fait. Ceux qui viennent là, ce sont les feuilles. Ceux-là même, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Il y a beaucoup même, on les prend même, ils sont sous l'effet même de la drogue, même toujours. Ils sont sous l'effet de la drogue. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont venus attaquer. Ils ne savent pas pourquoi ils sont venus même. C'est ça le véritable problème. Et le deuxième point que je vais toucher, c'est la lâcheté des Africains. C'est la lâcheté des Africains. Quand je dis la lâcheté des Africains, c'est quoi? Je ne vais pas généraliser, mais certains Africains. Vous savez, il y a une chose qui est en train de détruire l'Afrique sans que les gens ne comprennent. Moi, j'ai toujours dit ça. L'argent contribue au bonheur. Mais lorsque un individu met l'argent au-dessus de tout, c'est un danger en devenir. La complicité interne dans les pays. Souvent, quand on dit tel pays accueille des terroristes ou bien sert de base arrière pour déstabiliser les autres pays, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui pensent que quand on dit la Côte d'Ivoire est la base arrière, normalement, eux, ils doivent voir les terroristes, quand ils vont finir d'attaquer la US, normalement, eux devraient les voir circuler avec leurs motos, avec leurs armes dans une ville de la Côte d'Ivoire. Et puis quand ils vont voir ça, ils vont dire, ah, c'est vrai. Ça ne se passe pas comme ça. Quand on dit, votre pays collabore, là, ça ne se passe pas comme ça. Ce ne sont pas des individus, quand ils finissent d'attaquer la US, et ils vont circuler leurs motos, et puis venir traverser Bouaké. Toute la population de Bouaké va les voir traverser, et puis ils vont dire, ah, il y a la Côte d'Ivoire, et trucs, et baisse des terroristes. C'est pas comme ça, ça fonctionne. C'est pas comme ça. Il y a des zones sur votre territoire, que même votre armée, un militaire de votre territoire n'a même pas le droit de mettre pied. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Il y a des zones dans ces pays-là où un militaire même n'a pas le droit de mettre pied. Vous pensez que n'importe quel militaire peut se lever et puis partir
au niveau de la base française pour dire non, nous sommes en train de faire patrouille. On vous dit même déjà, cette zone-là, ne passez pas là-bas, passez par là. Quand l'armée même sort pour faire patrouille dans ce genre de pays-là, il y a on fait sortir la carte et puis on les dit là où ils doivent passer, là où ils ne doivent pas passer. On vous dit ne passez pas par là, passez par là. Parce qu'on sait que quand ils vont passer par là, ils ne vont pas croiser un terreau ne va pas les croiser, il n'y aura pas affrontement, ils ne vont pas déranger aussi. Mais pourquoi les Français, les bases militaires sont calées de là-bas? Pourquoi là où on vous interdit de mettre pied là, ce sont les bases militaires françaises qui sont de ce côté-là? Même les bases militaires françaises qui sont dans ces pays-là. Vous pensez que c'est n'importe qui se lève pour aller là-bas? Ce sont les hauts gradés qui sont en complicité avec les dirigeants là. C'est eux qui mettent pied là-bas. Parce que eux tous là, ils connaissent ce qui se passe. Ils connaissent ce qui se passe. C'est comme le Bénin, le nord du Bénin. Parc Pendiari, où notre papa Abdourahmane Tiani a donné les coordonnées en disant que non, les bases militaires françaises, ils sont calés là-bas, ils descendent là-bas, ils font tout ça. Il n'y a pas un militaire béninois qui peut mettre pied là-bas. Si vous avez des amis qui sont des militaires là, demandez-les. Souvent, c'est parce que d'autres ont peur de parler et puis on va les prendre. Parce que là, ce sont des sujets très sensibles. Si toi-même tu dis ça à quelqu'un, même là, celui même que tu as dit, même tu lui as mis en danger dans ce genre de pays-là. C'est pour ça souvent vous voyez, on dit à quelqu'un et puis après on vient dire un membre de sa famille ou bien on vient dire à quelqu'un. C'est comme ça, il y a des informations même là. Même celui à qui tu as donné l'information est en danger. Vous comprenez? Donc en réalité, il faut que les gens comprennent. Quand on dit tel pays sert de barre arrière pour déstabiliser un autre pays, ça ne veut pas forcément dire que non, les terroristes sont là, ils circulent, ils font tout, ils tiennent les armes, vous les voyez, mais vous ne dénoncez pas. Non, c'est pas ça. C'est pour vous dire que dans vos pays, il y a des localités où c'est mis comme tampon. Ça veut dire que vos soldats n'ont pas le droit de mettre pied là-bas. Et même vous, dans cette localité-là, vous allez voir, on fait tout possible pour que vous-même là, tellement vous allez subir, beaucoup de personnes vont fuir la localité et laisser la localité la vide. Les Français sont là, les Américains sont là. Maintenant, ils sont là pourquoi? Voici des questions qu'on devrait se poser. Parce que s'ils disent qu'ils sont là pour sécuriser la zone, parce que, bon, peut-être l'AUS, il y a l'insécurité, il y a les terreaux. Ils sont là pour sécuriser votre territoire. Mais combien de terreaux ils ont arrêté depuis qu'ils sont là-bas? Combien de fois vous avez entendu un bilan où on dit non, l'armée et la base américaine ou bien la base française qui est stationnée dans telle localité de la Côte d'Ivoire a neutralisé des terreaux ou bien a déjà des terreaux. Ou bien la base américaine ou française qui se trouve au nord du Bénin a déjà des terreaux ou bien a neutralisé des terreaux. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Donc, il va falloir que les gens comprennent. Aujourd'hui, quand on dit que tel pays sert de base arrière, ça ne veut pas dire la population. La population ne sait rien. Il y a des gens même là, ils vont se coucher sur leur lit, il a fini de manger, il est rassasié, il n'a rien à faire, il rentre sur les réseaux sociaux, il met des commentaires bidons. Lui-même, il ne sait même pas ce qui se passe dans son propre pays. Ils sont combien même qui ne connaissent même pas leur pays? En dehors de son quartier, de là où il est né, il a grandi et puis il va mourir. En dehors de là-bas, il connaît où? C'est comme aujourd'hui quand tu prends le Bénin. Quelqu'un qui est peut-être dans le sud du Bénin, la capitale, les quoi, il n'a pas les mêmes réalités que quelqu'un qui est dans le nord. Il n'a pas les mêmes réalités. Si vous avez un ami qui est dans le nord du Bénin, s'il vous plaît, si vous avez un ami qui est dans le nord du Bénin, dans la zone de quoi? De Koualou, en allant jusqu'à Tangueta, Porga et autres là, demandez-les les réalités qu'ils vivent là-bas. Ils vont vous expliquer. Ils vont vous dire que ce n'est pas facile. Pourtant, le Béninois qui est dans la capitale ou bien le Béninois qui est de l'autre côté, il est à l'aise, il vit bien, il mange bien, il dort bien. Mais il se lève, il voit une route qui est propre, il y a des fleurs. Si on dit que le pays n'avance pas là, c'est pas là. C'est comme un Ivoirien aujourd'hui. Quelqu'un qui vit peut-être à Abidjan. Chaque soir, il part faire vidéo au plateau. Mais cette personne-là, tu lui dis qu'il n'y a pas l'eau potable en Côte d'Ivoire, mais vous allez faire palabre. Tu lui dis que Côte d'Ivoire n'est pas jolie, vous allez faire palabre. Tu lui dis que non, Côte d'Ivoire n'est pas développée, vous allez faire palabre. Parce que lui, il part faire vidéo au plateau, il part faire vidéo sur le 3e pont, ou bien quel pont. Mais vous allez parler dans quel langage? Lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout. C'est comme aujourd'hui quand on parle de trucs au Burkina Faso, ou bien au Mali, ou bien au Niger. Quelqu'un qui est peut-être à Ouagadougou,
qui n'a pas un parent peut-être à l'est ou bien au nord, il ne peut pas connaître forcément les réalités de là-bas. Lui-même, il y a des trucs, même on va lui dire. Il va penser que peut-être c'est dans le film. Il va dire que ah, les gens exagèrent. Les gens font attendre, les gens font attendre. Moi, je me rappelle, avant que le terrorisme n'arrive au Burkina Faso, avant qu'on ne commence à nous attaquer, moi, je me rappelle, quand on parlait de Boko Haram, là, nous, on voyait ça comme film. Parce que chaque journal, on dit Boko Haram a pris 300 filles dans une école, 500 filles dans une école. Nous, on voyait ça comme film. Nous, on s'est dit, est-ce que ça là, c'est vrai? Est-ce que c'est pas faux? Est-ce que ça existe? Jusqu'au jour où nous-mêmes, on a commencé à voir dedans. Et aujourd'hui, c'est malheureux de voir un Africain qui attend qu'il y a eu attaque terreau dans telle localité de l'AUS ou bien dans tel pays. Et puis tout ce qu'il a à dire, c'est Dieu merci. Vous avez eu combien de morts? Combien de soldats sont tombés? Il y a eu... En fait, c'est surtout l'attaque de Titaou là qui m'a fait rire. Des gens, d'autres, ils ont commencé qu'il y a 150 soldats qui sont tombés, Burkinabés qui sont tombés. Ils ont quitté là avec 200. D'autres ont dit 60, d'autres ont dit 50, d'autres ont dit une dizaine, d'autres ont dit une vingtaine. En fait, on sait eux-mêmes là, entre eux-mêmes là, si on va les écouter même, on ne sait même pas le nombre exact, même c'est combien. Moi, j'ai toujours dit une chose. Vous n'allez pas m'aimer. Vous allez me détester parce que ce sont des points de vue que je donne. Ce n'est pas une vérité universelle. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Je donne juste mon point de vue. Vous aussi, vous allez réfléchir en fonction de vous. Et puis, chacun va tirer sa conclusion. Mais moi, je vous dis une chose aujourd'hui. Qu'on soit honnête, qu'on soit réaliste. Même si les terreaux attaquent moi, mon pays. Et puis, nous, on tue 1000 terreaux. Si nous, on tue 1000 terreaux. Et puis, nous, on perd un soldat. Moi, je ne peux pas sortir dire que non. Dieu merci, on a tué 1000 terreaux, mais on a perdu un seul soldat. Au fait, c'est trop gauche. La vie humaine est tellement sacrée qu'on ne peut pas sortir dire on a perdu un seul soldat. C'est tellement sacré. Je peux me réjouir du fait que non, nos soldats ont repoussé une attaque. Mais je ne suis pas capable de sortir, même si c'est un seul soldat burkinabé qui a perdu la vie. Moi, je ne peux pas sortir et puis dire, on a tué 1000 terreaux, mais Dieu merci, c'est un seul soldat qui est tombé. Ah, quand même. Nous, on ne peut jamais dire ça. Voilà pourquoi souvent, quand vous vous dites que non, 60 soldats sont tombés, 150 soldats sont tombés, combien de soldats? Nous, on vous regarde. Parce que nous-mêmes, là, vous voulez nous pousser à dénigrer ou encore à manquer du respect à nos soldats. Mais nous, on ne va jamais le faire. Moi, je ne peux jamais sortir faire une vidéo pour dire on a perdu un seul soldat. On a perdu deux soldats seulement. On a perdu 3 soldats seulement. Non, c'est trop gauche. C'est un langage même là qu'on devrait même éradiquer même de notre jargon. C'est un langage qui est trop vilain. Même si c'est un seul soldat qu'on a perdu, comme on a l'habitude de le dire. Moi, je ne peux pas sortir dire que non, on a perdu un seul soldat. Et puis on a tué 1000. Genre pour me réjouir de ça, c'est pas possible. Et ce que vous ne comprenez pas, quand les terreaux attaquent, pendant que les terreaux sont en train d'attaquer, ceux-là qui donnent les informations, posez-vous des questions. Pendant que les terreaux sont en train d'attaquer, l'attaque même n'est même pas encore finie. Hein. Il y a d'autres personnes qui sont déjà sur les réseaux sociaux qui donnent des informations. Bon, ces personnes-là, qui sont-ils? Toi, tu n'es pas au Burkina Faso. Quelqu'un qui est en train de subir une attaque, il n'a pas ce temps-là pour appeler quelqu'un pour dire on est en train de nous attaquer. Ou bien, attaque même qui n'est pas encore finie, il ne peut pas te donner le nombre de personnes qui sont tombées. Maintenant, toi, tu es peut-être dans un autre pays. Tu fais vidéo déjà jusqu'à tu donnes un nombre. Tu dis tel nombre de personnes sont tombées. Pourtant, c'est une réalité. Même nous-mêmes qui sommes là, il n'y a pas te mentir. C'est comme l'attaque, la dernière fois, l'attaque du Guibo. Nous, on a fait près de 48 heures avant d'avoir même un communiqué. Avant de savoir même le nombre de personnes qu'on a perdues. Avant de savoir, là, on a fait près de combien? On a fait près de 48 heures. Parce que il fallait repousser. Il fallait faire un ratissage. Et puis revenir maintenant, chercher maintenant
à enterrer maintenant nos morts, à pleurer nos morts. Même si c'est 2, 3, 4 personnes, 5 personnes là. On ne peut pas sortir sur les réseaux comme ça et puis dire non, on a perdu 5 personnes seulement. Ça n'existe pas dans le langage des Burkinabés. Ça n'existe pas. Et quand les gens disent que non, 200 personnes, 300 personnes là, vous savez, il y a une chose que le Burkinabé ne peut pas faire dans sa vie. Il ne peut pas mentir. Vous savez, même son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, il sait très bien. Son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, il sait très bien que le même peuple burkinabé qui est là, si ce même peuple-là se lève un jour et puis disent, nous on ne veut plus Ibé, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire Ibé va rester, il n'y a pas. Le peuple burkinabé, c'est un peuple là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Notre premier président est parti par soulèvement populaire, Maurice Nyamiogo, en 66, si je ne me trompe pas. Nous sommes le premier peuple en Afrique ici à faire un soulèvement populaire. Ça veut dire que c'est le peuple qui est sorti et dit on ne veut plus tel président. Ce n'est pas coup d'État, on dit soulèvement populaire. En 66, Blaise Compaoré est parti par soulèvement populaire. Si Ibé qui est là en train de... Tout ce que Ibé est en train de faire là, vous pensez que Ibé a pris le pays en otage, il a fait... Quand moi j'entends des gens qui disent ça là, ça me fait rire. Est-ce que vous connaissez Burkinabé? Si ce que Ibé faisait là, il n'y avait pas de résultats concrets. Les gens ne voyaient pas, les gens n'appréciaient pas. Je vous assure, il n'y a pas ce président-là qui peut faire 72 heures au Burkina Faso sans que le peuple le mette dehors. Gengere a fait coup d'État. Il a dirigé le pays pendant combien de temps? 48 heures. Après le départ de Blaise, là, ce n'est pas Gengere qui a fait coup d'État en même temps à Michel Kafando. Est-ce qu'il a fait 72 heures, 48? C'est 48 heures qu'il a fait au pouvoir. Le peuple est sorti. Donc je vous dis que même au Burkina Faso, si vous voyez un coup d'État qui passe, et que les gens... Et puis le président reste. Il faut savoir que non. C'est le peuple qui a accepté. Même Ibé là, le coup d'État que Ibé a fait là, c'est le peuple qui est venu soutenir. Vous ne connaissez pas Burkinabé, hein? Vous ne connaissez même pas Burkinabé. Les 27 ans de Blaise Compaoré, c'est que vous ne connaissez pas l'histoire de Blaise Compaoré. C'est parce que quand Blaise Compaoré a pris le pouvoir, les mêmes personnes qui ont comploté à déstabiliser Sankara sont les mêmes personnes qui ont protégé Blaise. Si on vous montre le nombre de Burkinabés que Blaise a déjà, c'est pas comme certains pays où les gens sont muselés, les gens sont assis, ils ne peuvent pas parler là. Hein. Vous savez combien de Burkinabés se sont sacrifiés depuis la mort de Thomas Sankara jusqu'à ce qu'il y ait soulèvement populaire? Vous savez combien de Burkinabés? Vous ne connaissez pas Burkinabé d'abord. Hein. Les Burkinabés, ce n'est pas un peuple qui est assis. Nous là, quand on ouvre notre bouche, notre derrière ne s'ouvre pas. Quand nous on touche là, quand on touche, caca ne sort pas dans nos bouddhas. C'est que vous n'avez pas compris. Blaise là, les Burkinabés ont combattu Blaise. C'est parce que Blaise a été trop sanguinaire. Lui aussi, il a été sanguinaire, il a été trop truc. Si Burkinabé t'aime, il t'aime. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Même si tu veux là, que l'Amérique soit derrière toi, un matin, tu vas te lever. Les Burkinabés ont guetté Blaise pendant combien? Pendant 27 ans, jusqu'à ce que ça réussisse. Malgré tout ça, c'est parce qu'il a éliminé. Jusqu'à ce que il arrive un jour où trop c'est trop. Ça veut dire, c'est fini. On n'avait même plus de leader. Vous pensez que le départ de Blaise, là, le soulèvement populaire, là, il n'y avait pas un leader, il n'y avait pas quelqu'un qui allait dire non, c'est moi le représentant de truc pour chasser Blaise. Il n'y avait pas un représentant. C'est vrai, il y avait balai citoyen, il y avait quoi. Mais c'est le peuple qui est sorti et puis eux, ils ont profité en même temps, ils sont calés. Ils sont là, ils disent que non, eux, ils sont là au nom du peuple, tout. Sinon, il n'y a pas une structure qui peut faire sortir le Burkinabé pour réclamer. C'est que Alassane Ouattara fait là. Blaise a fait pire que ça. Ouattara ne fait rien. Ouattara n'a rien foutu. Les petits 3 personnes que Ouattara attrape, il met en prison là. Ouattara n'a rien fait. Est-ce que vous connaissez Blaise même? Ouattara n'a rien fait. Donc il va falloir que les gens comprennent une chose. Dans la révolution, il n'y a pas d'émotion. On ne met pas les organes dans la révolution. Dans la révolution, on croit à un idéal. Et l'idéal qu'on croit là, on suit l'idéal. Parce que lorsque Papa Abdourahmane Tiani s'est déplacé, il est allé au Niger. Je vais passer par là.
On a vu des gens qui ont commencé à dire non, pourquoi papa Abdourahmane Tiani s'est déplacé, il allait au Niger. Beaucoup de personnes ont commencé à demander non, parce que non, et Mali et puis l'Algérie, il y a eu un problème où les Algériens, ils avaient fait tomber un drone malien sur le territoire malien, et puis le problème même là, c'était vraiment, il y avait des tensions entre les deux pays. Mais aujourd'hui, Abdourahmane Tiani a trahi Assimi Goïta, il est parti. Et beaucoup même de ressortissants de l'AUS sont tombés dans ces pièges-là. Parce que, vous savez, s'il y a une chose que les Burkinabés n'ont pas, beaucoup de Burkinabés ont comme défaut là, c'est l'émotion. Burkinabé est trop émotionnel. Quand lui, il entend quelque chose en même temps, là, lui, il est fâché en même temps, il est contre. Même regardez, même quand Ibé disait qu'il allait partir au Mali, les Maliens attendaient Ibé, Ibé n'a pas bougé, on dit il a pris voie terrestre, d'autres disent voie aérienne. Regardez comment les Burkinabés mettaient sur les réseaux sociaux. Burkinabé est trop émotionnel. Pourtant, là, on ne met pas les émotions dans la révolution. Moi, j'ai dit un jour que, ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, les pays là, on ne gère pas un pays comme une cour familiale. C'est pas comme ça. Les pays n'ont pas d'amis. Les pays ont des intérêts. Les pays n'ont pas d'amis. Les pays ont des intérêts. Nous ne combattons pas Alassane Dramane Ouattara parce qu'il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. On ne combat pas Patrice Talon parce qu'il s'appelle Patrice Talon. C'est par rapport à un idéal que nous sommes en train de mener le combat. Et aujourd'hui, on sent que notre idéal là est menacé par des individus qui sont embauchés par les Occidentaux pour nous déstabiliser. Moi, j'ai dit un jour, même les Ivoiriens qui font la communication pour peut-être l'opposition ivoirienne, moi, j'ai dit un jour, leur erreur, c'est quoi? Beaucoup de personnes sont en train de combattre Alassane Dramane Ouattara parce qu'eux, ils soutiennent Laurent Gbagbo. Et beaucoup de personnes sont en train de combattre Laurent Gbagbo parce qu'eux, ils soutiennent Alassane Dramane Ouattara. Pourtant, dans un pays, on ne doit pas se combattre, on ne doit pas se battre pour un individu, mais on doit se battre pour un idéal, pour une vision, pour une doctrine. Alassane Ouattara qui est là aujourd'hui, qu'on soit réaliste, imaginons qu'un instant, ce président-là, il décide miraculeusement, imaginons qu'il décide miraculeusement de rompre les accords coloniaux avec la France, de restaurer le droit des Ivoiriens, de se mettre à travailler pour la Côte d'Ivoire, mais à ne plus être une base arrière pour déstabiliser la US. Mais quel Africain même va lui déstabiliser encore? Quel Africain va lui parler? Personne ne va l'insulter, personne ne va le dénigrer. Au contraire même là, si quelqu'un d'autre même l'insulte, nous-mêmes on va le défendre encore. C'est ça, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Dans les relations entre les pays, on ne ferme jamais la porte à un pays. On impose ses règles. Et toute personne qui est prête à accepter, à respecter tes règles, collabore avec toi. Si tu n'es pas d'accord, tu ramasses tes clics et tes claques et puis tu fous le camp. La France a refusé de suivre notre idéal, de suivre ce que nous voulons. Et elle est partie. Ça ne veut pas forcément dire que nous, on a fermé la porte à la France. Il y a des entreprises françaises au Burkina. Entreprises françaises plutôt, au Burkina. Il y a là. C'est beaucoup. Mais ils payent leurs impôts au Burkina Faso. Si une entreprise française qui se trouve au Burkina Faso se lève aujourd'hui et puis dit, bon, nous, on ne va plus payer nos impôts au Burkina Faso. Nous, on va lui dire, bon, si c'est ça, il faut fermer ta porte. Et puis tu pars. Si la France menace ses entreprises qui sont en Afrique, fermez vos portes. Mais on va les remplacer. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est contre la France. Voici l'erreur que beaucoup de personnes font. Il y a des gens qui se sont levés en même temps que oh, l'AES et puis la France c'est fini. L'AES et puis la Côte d'Ivoire c'est fini. L'AES et puis l'Algérie c'est fini. L'AES avec tel pays c'est fini. L'AES avec le Bénin c'est fini. Même le carburant qu'on avait transité par le port de la Côte d'Ivoire
pour envoyer au Mali, on a vu des Ivoiriens qui se sont levés. Mais ils avaient dit qu'ils ne vont plus collaborer avec nous, non? C'est fini. Ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Il y a les relations entre les pays et il y a des relations entre les individus. Aujourd'hui, là, si un opérateur économique burkinabé se lève, il peut commander une marchandise qui doit quitter par le port de Lomé et le truc de la Côte d'Ivoire, là. Mais nos autorités ne peuvent pas l'imposer de ne pas faire passer transiter leur marchandises là-bas. C'est pas possible. Un individu, un Burkinabé qui se lève aujourd'hui, c'est un opérateur économique qui n'a pas de problème avec la Côte d'Ivoire, qui n'a pas de problème avec un individu. Il décide de commander une marchandise qui doit passer par le port de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Mais en quoi est-ce que c'est un problème? Nos autorités ne vont même pas parler de ça. Les gens confondent les relations entre les pays et les relations entre les individus. Les relations entre les entreprises, les sociétés. Les gens confondent ça. Si moi j'ai une société au Burkina Faso et que moi je veux un service et que ce service-là doit forcément passer par la Côte d'Ivoire, c'est là-bas que j'ai plus de relations. Mais forcément, ça va passer par là-bas pour venir. Mais est-ce que ça veut dire que le Burkina Faso a plié genou pour demander à la Côte d'Ivoire? Non. C'est son opérateur économique qui a décidé de passer par là-bas. Le carburant malien là, est-ce que c'est l'État malien dans un premier temps qui a déboursé son argent pour aller payer du carburant Est-ce que c'est truc? C'est l'État malien qui avait décidé de commander le carburant au port ou bien en Côte d'Ivoire? Non. Ce sont des opérateurs économiques maliens qui ont commandé leur carburant. Et le carburant doit passer par la Côte d'Ivoire. Ça a quoi à voir avec l'État? Et ils ont dit ils ne veulent pas, ils vont repartir, ils ont dit tant. Mais vous avez dit que... Mais ça, ce sont des idioties. Quand moi je vois quelqu'un qui parle comme ça, moi je me dis, mais attendez, vous comprenez comment la géopolitique, vous comprenez comment les relations entre les pays. Les relations entre les pays là, c'est pas du n'importe quoi. Même la Russie, prenons l'exemple. Nous sommes tous unanimes aujourd'hui que la Russie là a subi des sanctions venant de l'Europe et des États-Unis. Mais le gaz russe là, ça tombe toujours en Europe, ça vient toujours en Europe. Il y a des pays européens qui payent l'uranium de la Russie en Russie. Ils coopèrent sur beaucoup de domaines. Mais est-ce qu'ils sont des amis? Ils ont des idéologies, eux tous ils savent. Si la Russie fait erreur, l'Amérique va les bombarder. Si l'Amérique fait erreur, la Russie aussi va les bombarder. Mais ils collaborent. Mais est-ce qu'il n'y a pas de tension? Vous savez, dans la géopolitique, dans la diplomatie, dans les relations entre les pays, on ne met pas les émotions. Quand tu as au gros cœur, tu ne peux pas supporter ça. Tu te dis non, on a dit c'est fini avec eux. On ne va plus causer avec eux. Pourquoi notre président même cause avec eux? Il n'a qu'à faire très très attention. Les pays ne fonctionnent pas comme ça. Les pays ne fonctionnent pas comme ça. Aujourd'hui, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez beaucoup de domaines, beaucoup de secteurs. Ça n'appartient pas à l'État, ça appartient à des particuliers, à des entrepreneurs, à des sociétés. Ces sociétés-là peuvent collaborer avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, avec des sociétés burkinabées, sociétés maliennes, sociétés nigériennes. Ils vont commander, ça va venir. Maintenant, c'est à la société qui est là-bas de causer aussi avec l'État par respect. Vu qu'eux, ils sont là au nom de l'État, ils vont dire à l'État, bon, voici, il y a un entrepreneur malien qui a commandé quelque chose avec moi. Bon, voilà des autorisations, signer des papiers, tout. Et puis voilà, ça passe. Crème. Si l'État ivoirien dit que ce n'est pas possible, mais l'État ivoirien ne fait pas du mal au Mali ou bien au Burkina. C'est à l'entrepreneur, celui-là qui devrait avoir l'argent, là. C'est lui on fait du mal. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si aujourd'hui, moi, je suis un entrepreneur burkinabé. J'ai des marchandises. Il y a un particulier ivoirien qui décide de payer moi ma marchandise. Moi, je suis au Burkina. De payer moi ma marchandise. C'est en grande quantité. Forcément, il y a des démarches administratives que je dois faire. Quand je finis de faire les démarches, mais si moi, mon pays me dit que non, je n'ai pas le droit de vendre ça à la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un problème entre la Côte d'Ivoire et eux. Mais l'État ne fait pas du mal à la Côte d'Ivoire. C'est à moi l'entrepreneur. C'est à moi l'entrepreneur. Je ne sais pas si les gens comprennent au fait. Mais vous allez entendre que oh,
La Côte d'Ivoire a donné carburant au Mali. La Côte d'Ivoire, quelle Côte d'Ivoire? Donc en réalité, il faut comprendre que le déplacement de Papa Kiani en Algérie, là, c'est une visite de travail et de coopération entre le Niger et l'Algérie. Mais aussi, ils vont parler des sujets de l'AES. Parce que ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, c'est quoi? Moi, j'ai vu Tiken Jah qui a fait une sortie hasardeuse la dernière fois. Moi, je me suis dit, mais bon, moi, je ne comprends pas, hein. Mais sincèrement dit, je ne connais pas son niveau d'études. Mais aujourd'hui, ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, c'est quoi? Quand on voit quelqu'un qui parle bien français, quelqu'un qui s'exprime bien, ou bien quelqu'un qui a réussi dans sa vie, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Tiken Jah Fakoly qui dit que non, quand on regarde l'AES, on dirait ils se sont réunis pour ne pas aller aux élections parce qu'on ne sent pas une union, on ne sent pas tant, on ne sent pas tant. Mais Tiken Jah Fakoly, quand vous-même vous dites ça, là, prenons l'Union européenne. L'Union européenne, là-haut, quand ils prennent une décision là-haut, c'est chaque pays qui prend ses décisions ou bien c'est l'Union européenne qui prend une décision pour tous les pays. Ça dépend des contextes, ça dépend des décisions. Il y a des décisions aujourd'hui quand l'AES veut prendre là. On prend ça au nom de l'AES. Par contre là, les relations entre les pays, c'est chaque pays qui gère ses relations. C'est chaque dirigeant qui dirige son pays. IB ne peut pas s'asseoir ici et puis prendre une décision pour les Maliens. Il peut prendre une décision pour l'AES, pour nous tous. Ça, c'est au nom du président de l'AES. Mais il ne peut pas prendre une décision pour les Maliens seulement. Prendre une décision pour les Nigériens seulement. Non, ce n'est pas possible. Même l'Union européenne ne fait pas ça. On est dans une confédération même d'abord. Même si on était dans une fédération, on prend des décisions. Mais ce n'est pas toutes les décisions qu'on peut prendre pour un pays. C'est comme si vous dites que non, bon, et vu que c'est une confédération, Assimi Goïta n'a qu'à démissionner, Abdourahmane Tiani n'a qu'à démissionner, et puis le président de la confédération, c'est lui maintenant, il dirige. Non, ça n'existe pas comme ça, ça ne fait pas comme ça, les gars. Vous aussi, ça ne se fait pas. Donc il va falloir que les gens comprennent une chose aujourd'hui. Les relations entre les pays dépassent ce que vous pensez. Et lorsque Baba Kiani est allé là-bas, là, ils ont causé, ils ont parlé de beaucoup. Vous avez écouté son discours. Il a été clair, il a été limpide. D'abord, il a été reconnaissant. Quelque chose qu'il ne peut jamais refuser. Ça, tout le monde doit être unanime là-dessus. Lorsqu'on a dit que la CEDEAO a dit que non, ils vont attaquer le Niger pour réinstaller Bajou. L'Algérie a dit non, et ils vont pas attaquer. Il a tenu à lui remercier, à lui dire merci. Ça, c'est un premier point déjà. Ça a été une visite de travail. Les deux pays là, c'est ce que moi je disais au début. Même si vos deux pays ne s'entendent pas là, c'est dans un domaine. Ce n'est pas dans tous les secteurs, ce n'est pas dans tous les domaines. Il y a des domaines toujours où vous collaborez. Même l'Algérie et le Mali là, ils ont toujours des domaines où ils travaillent. Ils n'ont pas coupé les ponts. C'est pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que l'AES là, vous devrez même craindre même lorsque vous cherchez à déstabiliser l'AES. Parce que, vous savez, on dit le meilleur ami que tu puisses avoir, c'est celui-là avec qui tu traverses les moments difficiles. Et l'AES là, au-delà du fait que nous partageons une histoire commune, notre union est venue au moment où chacun de nous traversait des moments difficiles. Le Mali fut le premier pays parmi nos 3 pays de l'AES à soulever la main et puis dire on veut rester souverain. Après le Burkina Faso et après le Niger, on a vu le cas du Niger où le Mali et le Burkina Faso ont pris des décisions dans l'immédiat pour dire que si quelqu'un attaque le Niger, c'est comme s'il a attaqué le Mali, c'est comme s'il a attaqué le Burkina Faso. Mais vous n'avez pas besoin qu'on vous explique pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, là où l'AES se trouve, là, c'est comme une seule famille. Hein. Même si on ne nous dit pas par respect, il n'y a pas une décision que ces 3 présidents-là vont prendre individuellement, sans concerter les autres. Ce n'est pas possible. Et Baba Kiani, en partant en Algérie, il connaissait les causes, ce qu'il envoyait là-bas, il connaît aussi ce que ça peut résulter comme conséquence. Il sait. Et Assimi Goïta, là, c'est parce qu'il ne parle pas que vous pensez que non. Ce monsieur, il est assis seulement, il regarde. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. À moins que vous soyez des illettrés, ou encore vraiment vous soyez des gens qui sont constipés intellectuellement.
si vous avez fait des bancs, si vous êtes allé à l'école, vous allez comprendre qu'il y a toujours ces élèves-là qui sont très, très, très intelligents, qui sont très forts, mais qui ne s'expriment pas. Même nous-mêmes, moi j'ai croisé ces gens des élèves-là beaucoup de fois. Le gars, quand on lui donne le micro même de s'exprimer, il ne peut pas faire 2 phrases sans faire une faute. Mais quand le gars te fait une dissertation, tu te demandes, attends, il a eu les mots là où? Il y a des gens qui sont forts dans ça. Il y a des gens qui sont forts à l'écrit plus qu'à l'oral. Parce que ce sont des gens, naturellement, même, ils ne parlent pas. Vous savez, ceux qui arrivent à s'en sortir, là, en parlant, là, ce sont des gens qui aiment parler. Ce sont des gens qui ont l'habitude de parler. La preuve en est que vous qui êtes là, il y a des gens qui sont plus intelligents que moi parmi vous. Mais ils sont combien qui sont capables de faire une vidéo pour s'asseoir comme ça, parler pendant 2 heures, 3 heures, ou bien 1 heure de temps, sans faire des erreurs. N'importe qui ne peut pas faire la communication. Faire un live et puis s'asseoir, déballer tout, sans faire des erreurs. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, beaucoup de personnes ne veulent pas faire ça parce qu'ils trouvent que dans la politique, quand tu fais une erreur, ça se paye cash. Et c'est clair. C'est comme moi qui suis là devant vous aujourd'hui. Si demain je fais des publications qui vraiment sont dégueulasses, ça veut dire qui touchent même la moralité même du peuple haïtien là, on va m'appeler, je vais aller répondre. Comme un bon citoyen, je vais aller répondre. Arrivé, on me dit, voilà, vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Pourquoi vous avez dit ça? Vous allez répondre devant la loi. C'est pas n'importe qui. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont peur, ils ne peuvent pas faire vidéo. Mais nous, on a pris notre destin en main, on a dit, voilà. Au moins, Dieu nous a aidés, même si on n'est pas trop intelligent. On n'est pas intelligent. Dieu nous a aidés, au moins parler là. Depuis le lycée, on pouvait prendre parole devant les gens. Donc, Dieu merci. Si ça peut aider notre pays, on va parler pour aider notre pays. C'est notre partition, c'est notre manière de contribuer aussi au développement de notre pays, au changement. Et lorsque Baba Kiane est parti là-bas, ils vont parler sur beaucoup de domaines. Ils vont parler aussi sur le Mali, le Niger, ils vont parler sur l'AES. Il est allé, il est revenu en bonne santé. Et aujourd'hui, ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, c'est quoi? Vous savez, l'AES va surprendre beaucoup de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants. Moi, je me rappelle lorsque son excellence le capitaine Ibrahim Traoré disait, je cite, « Nous avons des doyens, des présidents, des doyens. Quand ils nous appellent dans les coulisses, ils nous disent, vous êtes sur le droit chemin. Continuez. Quand eux, ils les demandent, mais pourquoi vous ne vous ralliez pas à nous, ils disent que c'est trop compliqué. » Beaucoup de personnes n'ont pas compris aujourd'hui l'AES. Vous savez, les Européens, là, ils n'ont pas peur seulement de ces 3 pays. Hein. Ils soutiennent l'AES en bas. Mais qui ne disent rien. Il y a des gens qui pensent que l'AES c'est 3 pays seulement. Ce n'est pas 3 pays seulement. Hein. L'AES c'est tout un continent. Parce qu'il n'y a pas un pays dans ce monde, et en Afrique ici, où il n'y a pas de fils qui soutiennent aujourd'hui l'AES. Il n'y a pas. Et même là, il y a des dirigeants même qui soutiennent l'AES. Mais il faut savoir qu'un président ne peut pas sortir comme ça et puis dire, je vous soutiens, allez-y, ouvertement, non. S'il fait ça, le lendemain, on va le faire tomber. Il y a des présidents là, s'ils se lèvent aujourd'hui, il manifeste un peu sa volonté d'aider les ressortissants de l'AES. Le lendemain, on lui renverse. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Parce que les Européens sont trop forts, ils ont infiltré tout. Aujourd'hui, là, prenez les dirigeants africains. C'est quel pays où il y a des hauts gradés qui n'ont pas été formés en France? Ou bien les Français n'ont pas formé, les hauts gradés, les généraux, les quoi là. La majeure partie, ils ont travaillé avec la France pendant des années. C'est ça aujourd'hui la force de l'AES. Ce n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas. Qui sont ceux-là qui sont derrière l'AES? En Afrique, qui sont les pays qui sont derrière l'AES? Vous avez déjà demandé pourquoi tout le monde, quand on a dit non, allons attaquer le Niger, il y a des pays qui ont dit, hey, nous on n'attaque pas, hein, nous on ne peut pas aller attaquer. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi c'est comme ça? Vous savez, la géopolitique là, ça dépasse le fait de concevoir ce qu'on voit. Il ne faut pas seulement avaler ce que tu vois. Les analyses que nous tous nous voyons devant nous là, il ne faut pas regarder ça d'abord. Quand tu rentres là, souvent il faut te poser des questions. Fais-toi une dissertation facile. Demande-toi.
Aujourd'hui, dans l'AUS, c'est comment? Qui sommes-nous? Qui sont ceux-là qui sont avec nous? Qui sont ceux-là qui sont contre nous? Écoutez chaque discours de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Vous allez comprendre que l'AUS là, c'est pas du game. Vous allez comprendre que l'AUS est dans une dimension où beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre l'AUS. C'est vrai. Aujourd'hui, quand un ressortissant de l'AUS voit peut-être un de nos dirigeants voyager, rencontrer certains présidents, on dit on a peur, hein, on a peur. Mais c'est normal. Mais il faut savoir qu'être un président, c'est côtoyer tous les jours le malheur. Être un président, c'est côtoyer tous les jours le malheur. Chaque jour que Dieu fait, tu vas côtoyer le malheur. Même souvent, quand vous voyez l'Union africaine qui vient au Burkina Faso et le FMI qui vient au Burkina Faso, tous ceux-là qui viennent au Burkina Faso, là, quand vous les regardez aujourd'hui, ils ont condamné l'AUS dans le passé. Mais aujourd'hui, ils viennent dans l'AUS. Pourquoi nos dirigeants... Vous savez, quand tu connais ton ennemi, et puis tu es en train de l'observer, il pense qu'il est caché. Mais tu fais semblant comme si tu as oublié tout ce qu'il a fait. Tu le regardes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Un ami que tu sais que lui là, il est en train de parler mal de toi. Il est en train de te combattre. Tu sais tout sur lui. Mais il continue de venir faire comme s'il n'y a rien. Cette personne ne peut plus te faire... C'est pas possible. Et il est parti encore... Et réécouter le discours de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, où il a dit ce qui s'est passé le 15 octobre 87. Nous allons travailler à ce que ça ne se reproduise plus. Vous savez, aujourd'hui, là, les gens ont compris une chose. C'est pas gonfler la poitrine, taper pim pim là. C'est pas ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est d'être un peu discret. Dénoncer. Les dénonciations là. L'objectif des dénonciations, c'est pas pour que les présidents de ces pays-là reconnaissent leur erreur. Non, non. Quand nos dirigeants sortent pour parler là, ils ne parlent pas aux dirigeants là. Non. Ils parlent à la population. Parce qu'ils savent que les dirigeants, eux, ils savent ce qu'ils font. Quand on prend aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara et puis tous sont derrière, tous ceux qui sont derrière Alassane Dramane, mais eux tous là, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. On n'a pas besoin de les rappeler encore que c'est eux, ils déstabilisent la US, ils déstabilisent tant, ils font tant. Les partis, on n'a pas besoin de dire qu'ils ont signé des accords avec les lecteurs. On n'a pas besoin de dire ça. Mais c'est le peuple. Il faut édifier le peuple. Il faut faire savoir le peuple ce qui se passe. Il faut les expliquer pour qu'ils comprennent. Même si beaucoup vont refuser là. Vous savez, il y a une chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Le fait même de dire quelque chose à quelqu'un, le pousser à rentrer la nuit se coucher et puis dire mais le président là, il a dit ça là. Mais bizarrement là, bon, ce qu'il dit là, ici là, ça tend vers la vérité. Quand quelqu'un commence à douter de ses dirigeants, automatiquement, il faut savoir que ça veut dire, tu as pris quelqu'un comme ça. Vous voyez aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara et Patrick Talon là, quand ceux-là, ils vont descendre, ils vont quitter le pouvoir, hein, vous n'allez pas croire. Vous allez vous demander, mais qui sont ceux-là qui soutenaient ceux-là? C'est comme Blaise. Avant que Blaise ne quitte le pouvoir là, Blaise a fait combien de fois le plein du stade du 4 août? Les gens sont venus remplir le stade du 4 août comme ça. Combien de fois? Mais ce sont les mêmes Burkinabés qui sont venus encore dire qu'ils ne veulent plus Blaise. Vous n'avez pas compris dans le système au fait. Si tu as compris la politique, la géopolitique et tout là, c'est que vraiment, ouais, toi aussi tu es fort. Il faut avoir vraiment un esprit truc. Et puis, il ne faut pas agir avec les émotions. Il faut toujours te calmer. Dans toute situation, il faut te calmer. Même Ado que vous voyez aujourd'hui, là, si Ado n'est plus président, je vous assure, vous n'allez pas croire. Tous ceux qui soutenaient Ado, vous n'allez plus les voir. Il y a beaucoup même qui vont retourner leur veste. Parce qu'aujourd'hui, là, il suffit que tu cries, oh, Ado, mais président, attends, on te fait dépôt. Mais vous pensez que les jeunes, là, au lieu d'ouvrir leur derrière pour donner aux Libanais, là, ils vont pas insulter l'AES matin, midi, soir et puis prendre leur argent bouffé. Des gens qui ont accepté d'ouvrir leur derrière pour donner à garçon. Garçon qui ouvre son derrière pour donner à garçon. À cause de iPhone. Bon, selon toi, on lui dit maintenant, entre ça et puis insulter un autre président et puis prendre l'argent. Vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils vont insulter. Ils vont insulter. Quand Ado va descendre, vous n'allez même pas croire. Vous allez vous demander, mais qui sont ceux-là qui insultaient même l'AES? Mais qui sont ceux-là qui insultaient Laurent Gbagbo? Mais qui sont ceux-là
qui se disaient qu'ils sont plus ivoiriens que les autres. C'est là que vous avez dit, prenons même le Bénin qui est un exemple palpable ici. Quand Yahi Boni était au pouvoir, est-ce que vous saviez qu'il y avait des gens qui étaient contre lui jusqu'à ce point-là? Non. Il organise l'élection, on dit ouais, il a gagné. Il organise, on dit ouais, il a gagné. Tout ce peuple qui soutenait Yahi Boni au Bénin là, aujourd'hui ils sont devenus quoi? Tous ceux qui soutenaient Yahi Boni au Bénin là, ils sont devenus quoi? C'est encore du voir qu'au moins on voit des jeunes qui sont dedans qui disent non, Gbagbo, 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 Gbagbo. Mais au Bénin là, qui parle encore? C'est comme si Yahi Boni même là, s'il dépose même pour être candidat, même pour être maire, il ne va pas gagner. Parce que quand tu regardes, tu vas dire ouais, actuellement il n'y a personne qui le soutient. Pourtant, ça ne dépasse même pas 10 ans. Hein. Il était président ici. C'est ces images qui étaient collées partout. Il était aimé. On se disait même que, est-ce que quand il organisait l'élection, c'était combien pour cent? Ça a toujours été comme ça. Espérons, si nous voulons que cette crise finisse là, laissons ces histoires d'émotions et tout là. Tout ce que nous allons demander à nos autorités, c'est de renforcer les dispositifs de communication, les canaux de communication qui puissent faciliter la communication entre nos soldats, nos VDP et eux l'armée. Nous la population aussi et eux les autorités. Qui mettent à l'aise nos soldats. Qu'ils travaillent. Les infiltrés là, ceux-là qui sont parmi nous et qui collaborent avec les terreaux là, ils n'ont qu'à tous les éliminer au fur et à mesure. Ça va finir. Maintenant là, dire que notre terreau ne va pas quitter un coin pour venir nous attaquer là, ça je ne vais pas vous mentir, c'est pas possible. Même la Russie qui est là, calée là. Il y a des frontières de la Russie là, quand tu arrives c'est vite, tu peux traverser. Donc, il faut savoir que là où nous sommes aujourd'hui là, nous sommes dans une lutte où on ne doit pas écouter parce qu'on doit écouter. On doit chercher à comprendre la lutte. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est quoi la lutte? Quels sont les objectifs? Quels sont les enjeux? C'est quoi notre vision? C'est quoi la révolution? Quel genre de révolution le Burkina Faso a adopté? Ça aussi c'est très important. Il ne suffit pas de dire non, on fait la révolution. Pardon, j'arrive. Ok, merci. Souvent, il faut se poser la question, c'est quel genre de révolution le Burkina Faso est en train de faire? C'est quel genre de révolution l'AUS est en train de faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils entendent révolution, mais révolution. Thomas Sankara a fait révolution, c'est où? Telle personne a fait révolution, c'est Kadhafi a fait révolution, c'est où? Hein? Tel pays a fait révolution, c'est où? C'est que beaucoup de personnes n'ont pas compris c'est quoi. Il y a plusieurs modèles de révolution. Vous savez, s'il y a une chose que dans les révolutions passées, des pays ont fait erreur, c'est la manière, c'est le modèle de révolution. Vous savez, quand on prend la Libye, qui est un exemple palpable, la Libye, dans sa révolution, a plus misé sur l'autosuffisance alimentaire, mettre à l'aise la population. Vous ne payez pas l'eau, vous ne payez pas courant, et les étudiants ont une bourse. Quand tu te maries, on augmente, on gonfle ton salaire. Quand tu fais tant, tu as des temps en temps, on vous donne maison cadeau. En fait, Kadhafi a travaillé sur tout, sauf sur un point, la défense. Kadhafi a fait une erreur que beaucoup de dirigeants qui ont fait des révolutions ont fait les mêmes erreurs. Vous comprenez? Prenons l'exemple même de la Libye. Un président qui fait une révolution, son pays ne doit plus un autre pays dans le monde entier. Il n'avait pas de dette extérieure. Au contraire, même, il donnait même crédit. La population vit à l'aise. Les jeunes même ne travaillent pas, mais ils ont des salaires. Ils mangent, ils font tout ce qu'ils veulent. Qu'on soit honnête. Même nous, dans nos familles. Imaginons que toi, ton papa, tu nais, tu grandis, tu vis dans la cour familiale.
Tu te lèves le matin, on te donne argent de poche. À midi, on te donne argent de poche. Et on te dit, même si tu ne travailles pas, je te paye. Tu veux femme, on marie femme, on te donne. De toi à moi. Est-ce que c'est un humain qu'on est en train de fabriquer? Parce que l'homme, l'être humain, quand il mange et puis il est à l'aise, il devient bête. L'être humain, quand il mange et puis il est à l'aise, il devient bête. Quand Kadhafi était président, est-ce que vous avez déjà vu un Libyen qui a déjà quitté la Libye pour aller se chercher dans un autre pays? Jamais. Au contraire, c'est nous, nos parents, qui partaient en Libye pour se chercher. Tellement les Libyens étaient à l'aise. Ils mangeaient bien. Mais quand les Blancs sont venus pour les mélanger là, ça a été facile. On dit non, Kadhafi vole votre argent, il fait tant, il fait tant, il fait tant. Ce sont les mêmes personnes qui mangeaient à leur faim, qui n'avaient pas de travail, qui avaient des salaires. Ce sont les mêmes personnes qui se sont levées contre Kadhafi. Parce qu'ils sont trop à l'aise. Ils ne sont pas occupés. Il n'y a pas pire qu'un peuple qui vit dans un pays où le pays est riche. Tout est à leur disposition, mais le peuple ne travaille pas. C'est la pire des choses. C'est le pire plutôt des choses. C'est ce qui a conduit même la chute même de Kadhafi. Il n'a pas travaillé la défense. Il a élevé des moutons. Parce que c'est ce que je peux dire. Ils sont habitués à la facilité. Ils sont assis, ils mangent. Ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas courant, ils ne payent pas carburant. Même s'ils payaient carburant, bon, on ne peut même pas dire qu'ils payent. Tellement à l'aise. Ce sont les mêmes personnes qui sont sorties contre lui. Et Kadhafi a fait une erreur que même les Gbagbo ont fait. Parce que lorsque ils ont compris qu'il y avait un problème, au lieu de se mettre dans la tête que nous sommes dans un monde où les faibles vont disparaître, il faut travailler à être fort, à être puissant, à être craint pour être en sécurité. Non, eux, ils ont voulu passer par la voie du dialogue. Le dialogue. Vous savez, je ne vais pas vous mentir. Un président qui est trop gentil, trop généreux, qui aime tout le temps le dialogue, il ne peut pas être un bon président. Parce que ce monde-là, ce monde n'aime pas les gentils. N'en parlons même pas d'un président. Un président ne doit pas être gentil. Surtout envers les autres pays. Et prenons le truc, même Kadhafi. Kadhafi a financé Nicolas Sarkozy pour qu'il devienne président. Parce que selon lui, il a vu que non, comme il avait des menaces, comme on lui combattait, selon lui, s'il finançait quelqu'un qui était proche à lui, cette personne allait faciliter le fait que non, la pression qu'on lui mettait là, ça s'arrête. Donc, il a financé à ce que Sarkozy devienne président. Bon, au final, c'est le même Sarkozy qui lui a éliminé. Et lorsque ils ont voté la résolution, ils sont allés à l'ONU, on ne les a même pas autorisés. Hein. Ils se sont levés, ils sont venus pour mater la Libye là. La Libye avait quel système de défense? Ils n'avaient pas de système de défense. Ils allaient se défendre comment? Zéro système de défense. Zéro armée. Une grande puissance sans armée, ce n'est pas une grande puissance. Ce n'est pas une grande puissance. Prenons Laurent Gbagbo. Le même Laurent Gbagbo qui a été déstabilisé par les trucs, la rébellion. Au lieu de mettre dans sa tête que ceux-là, c'est un système, on ne peut jamais négocier avec ceux-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé qu'il était tellement sain. Il pouvait tellement les transformer à des saints. Donc il a passé tout son temps à négocier. Appeler les rebelles, s'asseoir sur des tables de négociation, négocier, jusqu'à donner même de l'argent même aux dirigeants français aussi de battre leur campagne et puis de devenir des présidents. Quand on lui a demandé, il dit que mais c'est le président, on fait comment? Puisque lui, il pensait qu'il fallait collaborer avec les rebelles, il fallait collaborer avec la France, il fallait tout ce qu'ils veulent là. Si c'est l'argent qu'ils veulent, on va les donner, on va les accompagner, mais pourvu que le peuple ivoirien soit un peuple qui soit calme, soit à l'aise, soit vive dans la paix. Mais ce qu'il a oublié, c'est que ce sont les gens là. Ils ne veulent pas ce que toi tu penses qu'ils veulent là. Eux-mêmes là, c'est toi-même ta tête ils veulent. Par fini, ils l'ont enlevé. Par fini, ils l'ont enlevé. L'erreur de Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il a cru qu'il pouvait changer des démons en des humains. C'est son erreur numéro 1.
Selon lui, il pouvait changer les démons en des humains. Et ça même là, c'est une erreur que beaucoup d'Africains même ont. Tu lui fais quelque chose, il dit que non, c'est la volonté de Dieu. Non, il va changer. Il va devenir... Un président n'est pas comme ça. Aujourd'hui là, le peuple ivoirien est en train de souffrir. Tous ceux qui sont en train de souffrir. Tous les enfants qui sont devenus des Woubi. Tous ceux-là. Moi, je n'accuse pas Alassane. Moi, j'accuse Laurent Gbagbo. Un président n'est pas ce que vous pensez. Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir. Il peut même être trop gentil. Je vous assure. Si moi, je suis président, wallah, c'est que, regarde, soit le pays s'arrête droit, soit tout gâte. Et moi, je sais que tout va gâter. Moi, je sais que tout va se gâter. Parce que je n'aurai pas ces compétences-là pour dire non, la voie diplomatique, la voie tant. Moi-même, je suis un simple militaire même là. Même truc là. La dernière fois, de toute façon, nos soldats étaient arrêtés, ils regardaient les terreaux, ils partent rentrer sur le territoire ivoirien et puis ils sont là arrêtés. Là où ils sont arrêtés, sous l'arbre là. Moi, ils ne mélangeaient pas avec l'arbre là bombardé, c'est pas moi. Moi, si moi j'étais dans l'armée il y a longtemps, on m'a enfermé. Il y allait créer par là conflit avec un autre pays. Cadeau. Parce que nous, on a gros cœur. On a gros cœur. Nous, on est tellement bouillon. Quand nous, on est devant quelque chose, nous, on se dit non, c'est pas possible. Pourquoi les laisser même? Même si c'est sur un autre territoire, il faut limer. Nous, on allait dire ça. On allait limer. Et au final, on allait dire quoi? Le Burkina Faso a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire. Et là, maintenant, les Européens allaient avoir ce qu'ils ont. Ils avaient besoin. Parce que c'est ce qu'ils ont besoin actuellement. Ils ont besoin qu'aujourd'hui, là, l'AES entre en guerre avec un des pays voisins. Et puis eux, ils vont profiter de cette situation maintenant pour envoyer ce qu'on appelle une destruction au sein, entre nous, les Africains. Et puis ils vont pouvoir exploiter tout ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça que souvent vous voyez nos dirigeants là, il y a des actions, quand ils font là, ça fait mal à nous, la population. Mais quand tu analyses d'un point stratégique, tu te dis, il a raison de ne pas faire ça. Parce qu'aujourd'hui là, si la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ou bien le Bénin aujourd'hui déclenche, il y a une guerre contre l'AES. Et puis bon, Bénin, Nigeria et Côte d'Ivoire contre l'AES. Le président béninois là, lui, sa famille, eux tous, ils vont voler. Ils vont prendre leur vol et puis aller descendre à quelque part. Ils vivent, ils vont prendre des vrais villas là-bas en Europe. Ils vivent, ils sont à l'aise. Tous les dirigeants qui sont là, ils vont partir. C'est le peuple, c'est entre nous, on va se déchiqueter. Vous avez vu l'exemple de l'Ukraine? Quand les Européens ont poussé l'Ukraine à rentrer en guerre avec la Russie là, vous avez déjà vu le président ukrainien au front? Il est là, il se promène en Europe. Il se promène aux États-Unis. C'est ce que les Européens veulent aujourd'hui. Aujourd'hui là, tous les dirigeants que vous voyez qui sont là, ce sont des marionnettes. Ils sont plus européens qu'africains. Moi je les appelle des Européens à la peau noire. Moi, je les appelle des Européens à la peau noire. Et aujourd'hui, là, nos dirigeants ont compris ça. Voilà pourquoi vous voyez toutes les formes de provocation qu'ils ont eu à faire. Nos dirigeants sont restés professionnels. Et puis, ils les regardent. Vous savez, l'une des meilleures aussi armes, l'une des armes les plus destructives, c'est lorsque ton ennemi est en train de jouer avec toi et puis tu fais comme si tu ne le vois pas d'abord. Il va tomber. Il va tomber. Et ça va arriver. Donc, ce n'est pas une question d'émotion. Laissez les émotions là. C'est vrai, ça fait mal souvent. Quand tu entends que non, il y a eu attaque terroriste de l'autre côté. Ah, on a perdu un frère, on a perdu des frères, on a perdu des amis, ou bien des amis sont blessés. Quand tu entends ça là, quand tu regardes ça là, ça te fait mal. Quand moi-même j'entends qu'il y a attaque à quelque part là, ça me fait très 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 mal. Mais on se dit toujours que ça va aller. Ça va aller. C'est à nous, le peuple de l'AES, d'être fort et de ne pas céder à la manipulation. Et puis surtout, dans ces deux temps-là, vous allez remarquer que il y a des fake news qui circulent, même des fake news écrits, hein. Voilà, des communiqués, fake news, des vidéos fake news. Même tout dernièrement, j'ai vu, net quand ils ont parlé de Titao, ils ont vu que ce n'est pas allé loin. En même temps, ils ont fait sortir encore une autre vidéo, ils ont dit que non, Mali a attaqué, c'est quoi? En fait, faites très très attention. C'est tout ce que nous on peut vous dire. Aujourd'hui, il est plus facile aujourd'hui de reconnaître une vidéo générée par intelligence artificielle ou bien une ancienne vidéo.
quand vous voyez une vidéo, la première des choses que vous devrez chercher à savoir, qui a publié la vidéo? Quel est l'objectif de la personne? Parce que déjà, quelqu'un qui publie une vidéo, tu rentres dans sa page, tu vois que toutes les vidéos qu'il a publiées là, il n'y a pas une vidéo là-bas qui parle même en bien même d'un pays africain. Chaque fois, c'est attaque dans telle localité, les terreaux qui sont en train de faire quoi? Ils sont en train de temps. Chaque fois, c'est histoire de terreaux et puis histoire de pays. Mais cette personne, vous voulez qu'il publie quel genre de vidéo? Il est obligé de publier une vidéo pour... Voilà. Il va manger dedans. Même s'ils vont prendre des vidéos de 2014, 2015, 2016, 2017. Parce qu'il faut savoir une chose. Le terrorisme n'a pas commencé aujourd'hui dans l'AES. Ça fait combien d'années? Ça fait près de 15 ans. Je parle de l'AES. Voilà. Mais individuellement, dans les pays, il y a des pays, ça ne vaut pas 15 ans. Mais le terrorisme, ça a près de 15 ans. Dans certains pays de l'AES. Mais en 15 ans, il y a eu combien d'attaques? Il y a eu combien de fois les terroristes ont attaqué l'AES dans les 15 ans là? Vous pensez qu'on ne peut pas fouiller, rentrer et puis prendre des anciennes vidéos venir publier? Non, quand même. Et puis là, je ne vais pas vous mentir. Il y a des attaques même là. Même quelqu'un ne peut pas masquer. Il y a des attaques qu'on ne peut même pas masquer. Quand il y a eu, tout dernièrement, quand ils sont venus à Titaou là, est-ce qu'on a besoin de dire non? Attends, même le gouvernement a fait un communiqué à la RTB. Le jour où ils ont fait un truc, écho du front là. Le gars, il a parlé, il a dit, ouais, il y a eu, voilà, ils sont venus, voici ce qui s'est passé, voyez ce qui s'est passé. Il rend compte. Il ne peut pas avoir attaque. Et puis, il n'y aura pas communiqué. Ce n'est pas possible. Souvent, peut-être, le problème des gens, c'est quoi? Ils attendent que peut-être nous qui sommes sur TikTok, on relaye. Moi, personnellement, je ne suis pas fier de relayer une information où on dit non, on a attaqué mon pays. Je ne suis pas fier. Ce n'est pas une fierté pour moi. Et ce n'est même pas la première fois. Vous allez fouiller dans toutes mes vidéos. Vous n'allez pas voir, dans toutes mes vidéos plutôt, vous n'allez pas voir une vidéo où moi j'ai dit, Dieu merci, on a attaqué telle localité du Nigeria. Dieu merci, on a attaqué telle localité tant. Souvent, je peux prendre une vidéo pour dire, vous avez vu, non, il y a eu attaque terreau dans telle localité du Bénin ou bien dans telle localité de la Côte d'Ivoire. Mais c'est pour vous dire ici que le terreau n'ont pas d'amis. Ils attaquent tout le monde. Donc c'est à nous, le peuple africain, d'être conscient et d'être unis. Mais loin de là, faire une vidéo pour dire non, je vais rire, je vais me moquer de quelqu'un ou me manquer du respect. Parce que là, le peuple béninois, ce sont mes frères. Les Ivoiriens, ce sont mes frères. Les Togolais, ce sont mes frères. Le Nigeria, ce sont mes frères. En quoi est-ce que je vais me réjouir du fait qu'on a attaqué leur pays? Même si on voit des individus qui manquent de respect à l'AES, qui insultent l'AES matin, midi, soir. Quand moi je lance un panel là, il y a des Ivoiriens qui viennent monter sur mon panel. On cause. Moi, je ne peux pas compter le nombre d'Ivoiriens qui m'écrivent en PV pour me dire sincèrement, on est fiers de votre lutte, continuez. Il y a des Ivoiriens même qui m'écrivent soit pour me demander que est-ce que... Voilà, la dernière fois, il y a un Ivoirien qui m'a écrit pour dire que non. Est-ce que nous, on ne va pas parler à nos gouvernants de l'AES? Ils vont lancer un recrutement de l'armée, et l'armée quoi même là, et de l'armée quoi même là. J'ai oublié le terme là au fait. C'est une armée qui va regrouper tous les fils de l'Afrique qui ne sont pas ressortissants de l'AES, qui veulent aider l'AES. Vous voyez non? De la façon on fait en Europe souvent là. Souvent ils recrutent, voilà, ceux-là qui sont des autres pays qui veulent aider, ils n'ont qu'à aider. Que nous on n'a qu'à lancer ça au Burkina Faso. Il y a des volontaires, il y a des Camerounais qui écrivent, il y a des Togolais qui écrivent, il y a beaucoup de pays qui écrivent. Mais c'est pour vous dire ici que ne regardez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Menons notre combat. Si vous voyez des fake news, dénoncez. Et puis on continue. Ils vont nous combattre, on ne peut jamais les empêcher de nous combattre parce qu'ils sont payés pour ça. Il y a des gens qui... Bon, imaginons pas un exemple. Vous prenez la majeure partie des communicants de trucs qui sont contre l'AES, qui viennent de la Côte d'Ivoire. Bon, on te demande tout de suite, Mako se fait quoi comme travail? Toi, tu vas dire quoi? On te demande tout de suite, Khalil Diaby, il fait quoi comme travail? Tu vas dire quoi? Corolet, il fait quoi comme travail? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Maintenant, bon, cette personne-là, c'est son seule source de revenus. C'est le seul domaine où lui, il peut avoir des revenus pour payer son loyer, pour entretenir sa vie, pour entretenir son ventre et son bas-ventre. Mais de toi à moi. Toi, tu viens lui dire que non, faut pas, il va insulter ton pays ou bien il va manquer du respect à ton pays. Mais tu vas payer son loyer. Est-ce que tu vas le nourrir? Tu ne peux pas. C'est la raison pour laquelle moi j'ai dit, même nous qui sommes dans l'AES là, il ne faudrait pas que quelqu'un prenne le terme birse pour faire de ça un travail, pour dire non. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit non, je suis birse. Non, birse là, ce n'est pas un travail. C'est un volontariat.
Tu as décidé de communiquer pour ton pays. Trouve un petit travail à côté où tu peux avoir ton petit jeton, tu mets tes mégas, tu gères tout. Là, tu ne peux pas dépendre de quelqu'un. Un individu qui dépend de la communication n'est pas un bon communicant. Un individu qui dépend de la communication pour vivre n'est pas un bon communicant. Parce que lorsque tu dépends de quelque chose, forcément, tu es obligé souvent, le jour où il n'y a pas l'argent, tu vas retourner ta veste parce que tu ne sais rien faire à part ça. Tu ne sais rien faire. On dit tu fais quoi dans la vie? Tu dis non, je suis un bircé sur les réseaux sociaux. Tu es un bircé sur les réseaux sociaux, ça ne veut rien dire. Moi-même, dans la vie même réelle, il y a des gens qui me croisent à Québec qui me demandent attends, toi, moi, il te connaît. Hein? Il dit moi. Il dit oui. C'est pas toi, bircé. Il y a des gens qui disent non, c'est pas moi. Et puis je continue mon chemin. C'est pas un titre où tu peux prendre chaque cérémonie, chaque soirée. Il y a des gens là, peut-être le fait qu'on a dit, tu es bircé, quand il y a activité ou il y a soirée à quelque part seulement, chaque soir, il va chercher un maillot et puis écrit derrière la bircé. Toutes les soirées, il est là calé. On dit, ouais, ce sont les bircés là comme ça. Ce sont les jeunes patriotes. C'est eux qui défendent le pays. Ça ne veut rien dire. Mène ton combat, reste dans ton coin, tu fais ton petit boulot, tu gagnes ton petit pain, tu manges. Un peu, et puis tu mènes ton combat. Là, rien ne peut te déranger. Rien. Quelqu'un ne va pas venir te dire non, il faut prendre ta, tu vas faire ta. C'est quand tu as faim que facilement on peut te corrompre. C'est quand tu as faim. Si au moins tu arrives à travailler, tu manges 3 repas par jour, tu arrives à mettre un méga même pour te connecter et puis faire tes vidéos et tout. En quoi est-ce que quelqu'un peut venir te manquer du respect à cause de 5 000, 10 000, 20 000 ou bien 50 000 francs? Parce qu'il t'a envoyé 5 000, il va te dire, bon petit, on a tel problème, il faut parler. C'est pour ça que souvent vous voyez certaines personnes qui parlent des sujets qui ne les regardent même pas. Vous m'avez déjà vu dans l'histoire de Buzz. Vous m'avez déjà vu me lever comme ça, mettre ma caméra pour défendre peut-être quelqu'un ou me dire non, ce patron-là, il faut le comprendre. Moi, je ne mange pas dans la main de quelqu'un. Jamais. Moi, c'est pour le pays. Je parle pour le pays et en parlant pour le pays, c'est pas seulement pour le pays, c'est pour moi-même. Parce que le Burkina Faso m'appartient aussi. Je suis burkinabé. Mes parents y vivent. J'ai des frères et des sœurs, j'ai des amis, j'ai des connaissances qui sont dans des zones d'insécurité. Où nous tous, nous voulons que cette insécurité finisse. Pour que le Burkina Faso aujourd'hui là se transforme. Aujourd'hui, quand vous regardez les images de Koudougou, mais vous n'êtes pas content. Quand vous voyez ce qui se passe à Koudougou, là, vous n'êtes pas content. Imaginons que le Burkina Faso, l'insécurité finisse. Bon, ceux de Farah disent qu'eux aussi vont travailler dans leur région. Ils vont rendre ça beau. Koudougou a commencé. Et truc au Waïbouya. Et truc dans tous les 17 régions du Burkina Faso. Chacun décide de travailler pour sa région. Mais le Burkina Faso est parti. C'est l'insécurité qui nous fatigue. Mais s'il plaît à Dieu, gardons le moral au top. Encourageons nos autorités. Proposons des idées. Il ne suffit pas de sortir, proposons des vraies idées. Voilà. Proposons des vraies idées. Accompagnons. Soutenons. Quand vous voyez des complicités là, n'hésitez pas. Dénoncez. C'est dans ça qu'on pourra gagner. C'est la volonté seule qui peut nous pousser à gagner cette lutte-là. Si on a la volonté, je vous assure qu'on va gagner. Et si on gagne cette lutte-là, de toute façon, le pays est en train de marcher là, on va atteindre nos objectifs. On va atteindre nos objectifs. Donc, merci à tout le monde. Merci à toutes ces personnes vraiment qui sont là, qui ont suivi du début jusqu'à actuellement. Voilà, c'est un plaisir, toujours un plaisir. Et si Dieu le veut, demain à partir de 14 h, je vais lancer un autre live, mais je vais chercher un thème. Je vais faire monter les gens, chacun va donner son point de vue dans le respect, sans manquer du respect. C'est toujours un plaisir de vous avoir vraiment de partager de ces moments-là avec vous. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont des points de vue. C'est une manière de donner mon opinion, ce qu'on voit. Pour que vraiment ça aille. On est ensemble.